récemment la refonte du fichier, la refonte partielle du fichier électoral. Et nous voulons juste savoir aussi quelle est la pertinence de cette refonte. Merci. Je pense qu'il faut simplement comprendre que le fichier électoral actuel a été établi par la loi 2004-32 du 25 août 2004. Et les opérations ont démarré en septembre 2005, ce qui a permis justement que les premières cartes justement, soient produites en 2006. Donc, nous sommes en 2016, ces cartes sont vieilles de 10 ans, et d'ailleurs dans la loi qui a institué aussi bien la carte d'identité que la refonte, il est dit justement que la durée de validité de ces cartes est de 10 ans. Mais au-delà de cela, il faut comprendre que cela coïncide aussi avec l'application d'une directive de la CEDEAO qui prône l'institution justement au sein de la communauté d'une carte nationale d'identité numérisée à puce. Et le Sénégal justement a voulu profiter justement du contexte de renouvellement général des cartes d'électeurs pour instituer justement cette carte commune à la CEDEAO qui va tenir lieu de carte d'identité mais aussi en même temps de carte d'électeur, mais toujours justement dans la mise en œuvre des recommandations fortes des acteurs dont la Sénat, le comité de veille et les missions d'observation électorale. Vous disiez tout à l'heure que le fichier a été constitué en 2005, entre 2005 et 2006. Mais à l'époque, l'opposition d'alors avait critiqué au moins la fiabilité de ce fichier. Et c'est ce même fichier qu'on a toujours. Et malgré au moins les audits de l'Union européenne et de la CEDEAO aussi. Donc qu'en est-il vraiment sur la fiabilité du dossier même, du fichier même? Oui, il faut dire que contrairement à ce qui est proposé en 2016, à savoir une refonte partielle du fichier électoral, en 2005, nous avons eu droit à une refonte totale du fichier. C'est-à-dire que cette loi que j'ai citée tout à l'heure a procédé à l'annulation de toutes les listes électorales, pour ne pas dire à prôner en fait la table rasa, pour qu'on reconstitue en fait donc un nouveau fichier électoral. Mais quand même sur la base d'un certain nombre d'innovations technologiques. Parce que c'est à partir de 2005 que le Sénégal quand même a institué donc un fichier biométrique avec des cartes numérisées, cartes d'électeurs et cartes d'identité. Maintenant, il faut simplement comprendre que la refonte, qu'elle soit plutôt partielle ou totale, disons, énonce en fait l'exception. Parce qu'il y a fondamentalement à savoir que le fichier électoral renferme l'ensemble en fait donc des listes électorales issues donc des communes et que donc ce sont ces listes-là qui se reflètent pour donner en fait le fichier électoral. Mais la loi électorale sénégalaise prévoit de manière claire et précise en son article L39 que les listes électorales sont permanentes. Toutefois, elles peuvent faire l'objet de révisions annuelles, ce qu'on appelle la fameuse révision ordinaire, qui se tient justement tous les ans du 1er février au 31 juillet. Maintenant, on prévoit en année électorale, c'est la même disposition qu'il faut faire une révision exceptionnelle des listes électorales. Ça, c'est pour justement permettre aux Sénégalais qui, au moment justement de la révision des listes électorales, n'ont pas encore atteint la majorité électorale et qui devraient l'atteindre le jour des élections. Donc, cette révision exceptionnelle permet de les prendre en compte. Maintenant, dans le cadre de cette révision exceptionnelle, en application du principe de la permanence des listes, c'est la radiation qui devient l'exception. La radiation, d'ailleurs, qui est encadrée aussi par les articles L42, R43 et R34, justement, indique de manière claire qu'on ne peut pas procéder justement à la radiation d'office. Donc normalement, ce sont les personnes décédées qu'il faut radier, ou les personnes qui ont perdu le droit civil et politique. C'est pourquoi d'ailleurs même une personne décédée, il est très difficile de la radier si en fait on n'amène pas la pièce qui prouve justement donc qu'il est décédé, c'est-à-dire l'acte de décès. Alors que ça pose énormément de problèmes parce que nous savons que dans les zones rurales surtout, les gens ne déclarent pas leur décès. De sorte que aujourd'hui, le Sénégal, comme il l'a fait en 1999, ensuite en 2000,
et en 2005 a initié en fait donc soit une refonte totale, soit une refonte partielle. Ça aussi c'est une nouvelle technologie, plutôt une nouvelle technique justement de mise à jour justement de notre fichier électoral. Bon, il est vrai maintenant que nous devons admettre que si nous avions en fait donc un système d'interface entre la DAF et les centres d'état civil, et de même aussi si justement le Sénégal parvenait à fiabiliser en fait donc son système d'état civil, on n'aurait pas besoin justement de procéder à une refonte partielle ou une refonte totale. Parce que régulièrement, à l'occasion des révisions ordinaires, les Sénégalais effectivement aussi bien décédés seraient radiés et que les Sénégalais aussi qui se déplacent pour changer justement de lieu d'habitation devraient avoir à cette occasion la possibilité aussi de modifier en fait donc leur adresse électorale. Mais malheureusement, aujourd'hui, le rapport de la mission d'audit établit qu'il y a 300 000 personnes décédées dans le fichier et en moyenne, 2 Sénégalais sur 100 se déplacent sans procéder à la modification de leur inscription. Donc au bout de 10 ans, ça donne un chiffre de 2 millions justement d'électeurs, ne serait-ce que pour ce qui concerne en fait donc le taux de migration. Pour ce qui concerne maintenant les cartes d'électeurs, ça aussi c'est un autre problème. Depuis la refonte initiale de 2005, nous avons vu un stock extrêmement important de cartes d'électeurs qui aujourd'hui bouge lentement. Et la dernière justement estimation faite par le ministère de l'Intérieur dans son rapport qui a suivi justement les élections locales de 2014, il est établi qu'il y a 303 342 000 cartes d'électeurs qui ne sont pas distribuées. Donc cela veut dire que si on fait justement ce total, on se retrouve avec près de 2 millions d'électeurs justement qui constituent ce que j'appelle en fait donc le stock mort ou bien en fait donc le stock dormant. Et que compte faire l'État par rapport à ce stock dormant ou bien ce stock mort? Maintenant, c'est là où réside d'ailleurs la pertinence justement de cette refonte initiée par le gouvernement, en ce sens que elle pose un principe, c'est justement la confirmation. Il est demandé aux électeurs, d'abord à tous les Sénégalais qui ont effectivement l'âge requis pour obtenir une carte nationale d'identité. Au même moment qu'ils vont se présenter devant la commission d'instruction pour obtenir la carte d'identité, il y a aussi une autre procédure qui est gérée par les commissions administratives qui concerne justement les inscriptions sur les électorales. Alors à partir de ce moment, une fois que l'électeur se présente, on lui demande est-ce que lui il est dans le fichier. Alors s'il confirme, on lui demande est-ce qu'il souhaite rester électeur. Alors s'il répond par l'affirmative, on lui dit, donc, on l'insère effectivement donc dans la prochaine liste, dans le prochain fichier. Maintenant, il peut aussi demander, en même temps qu'il veuille rester justement dans le fichier, faire une modification d'adresse parce qu'entre-temps, il s'est déplacé. Là, on enregistre et on tient compte justement du changement d'adresse. Alors, à partir de ce moment maintenant, il va falloir permettre aussi à ceux-là qui n'étaient pas encore inscrits sur les listes de pouvoir aussi le faire. Alors, mais au moins, cette option a le mérite justement de faire en fait donc une sorte d'audit physique. Parce qu'à partir de ce moment, tous les électeurs qui auront confirmé en fait donc leur inscription vont constituer en fait donc le noyau dur auquel maintenant on va ajouter en fait donc les nouvelles inscriptions. Mais maintenant, il faut dire simplement que ici la particularité, c'est que c'est un noyau dur qui sera défini a posteriori. Parce que c'est à la fin justement des opérations qu'on va se rendre compte qu'il y a tant de Sénégalais effectivement qui ont manifesté leur désir justement d'être maintenus dans le fichier. Alors qu'avant, pour ce qui concerne les révisions, les 2 premières révisions partielles, celles opérées en 1999, on avait retenu justement l'ensemble des électeurs qui, à l'élection la plus récente, c'est-à-dire aux élections législatives de 1998, de pouvoir, justement, sur la base des listes de retrait de cartes, on les a retenus justement comme devant constituer le noyau dur. Alors en 2000, à la suite de la première alternance, on allait, en perspective des législatives de 2001, on a dit qu'il faut encore faire une refonte. La classe politique, évidemment, s'était accordée sur le choix du noyau dur pour dire qu'on va prendre comme noyau dur l'ensemble des électeurs qui, au cours de la présidentielle de 2000, avaient voté soit au premier tour, soit au deuxième tour. Mais ici, la difficulté pour justement reprendre en fait donc cette procédure, c'est que la dernière élection générale date de 2012. Ce sont les législatives.
Or, nous savons tous que ces législatives-là ont enregistré un taux de participation très faible, c'était de l'ordre de 36%. Alors donc, et même si justement on adoptait ce système, il allait être difficile, parce que si on prend ceux qui ont voté, il va falloir encore retourner. Donc, exploiter en fait donc les registres. Nous ne sommes pas sûrs aujourd'hui que les conditions de conservation justement de ces registres permettent justement d'en faire une exploitation en fait judicieuse. Alors c'est pourquoi d'ailleurs l'autre option c'était justement de prendre les listes, la liste de ceux qui ont reçu leur carte. Or nous savons qu'avec le type justement de fichier que nous avions avec la refonte totale, c'était des cartes doublées, de sorte que le taux de retrait quand même était très élevé. Ce qui fait que, parce qu'on venait pour prendre sa carte d'électeur, en même temps, justement, on l'a couplé avec la carte d'électeur. Ce qui fait que ça ne peut pas être effectivement donc une bonne référence. Alors aujourd'hui, maintenant, nous devons comprendre que si nous voulons justement nous débarrasser du stock mort, il faut donc faire en fait donc cette refonte et accepter justement que dans le cadre justement d'une refonte, on ne peut plus justement faire en sorte que justement la radiation devienne l'exception. Parce que dans toutes c'est une question justement de choix, c'est une question de méthode. C'est-à-dire que celui qui parle justement de révision ordinaire, c'est-à-dire à partir de ce moment, la radiation devient l'exception. Mais dès qu'on parle de refonte, parce que refonte aussi c'est différent, c'est de refondre. Alors à partir de ce moment, nous devons accepter que une fois le noyau dur retenu, on doit immédiatement ce qu'on appelle la radiation d'office procéder justement à l'élimination des autres électeurs, étant entendu que la liste n'est pas fermée. Parce qu'on permet en même temps, à travers cette refonte partielle des listes, aux autres justement donc sénégalais qui n'étaient pas sur les listes de pouvoir aussi demander en fait donc leur inscription. Encore que j'ai dit la dernière fois que ce qui semble être justement une divergence fondamentale n'en est pas une à propos de la confirmation. Parce qu'au fond, l'électeur, quand il se présente, mais même dans l'ancien système, même dans les révisions ordinaires, il ne suffit pas de se présenter devant la commission. Parce que quand on se présente devant la commission, il faut aussi formuler une demande, soit une demande d'inscription, soit une demande de modification, soit une demande de modification d'adresse, soit une demande de changement de statut, soit une demande de duplicata ou une demande de radiation. Donc ce qui veut dire justement que pour moi en fait ce qu'on appelle ce qu'on considère comme étant une exclusion en fait n'en est pas une. Encore que même si c'était une exclusion, je pense que ce serait une exclusion justifiée, en ce sens qu'il permet effectivement donc à notre système électoral d'avoir un fichier donc fiable, mais aussi viable, qui nous permettrait effectivement d'aller aux élections de la manière la plus transparente. Il est important que la classe politique justement puisse comprendre qu'à cette étape-là, nous en sommes simplement à la définition du cadre juridique. Mais aussi, ce cadre juridique permet effectivement d'asseoir justement le substrat du processus, à savoir justement la constitution du fichier électoral. Et je pense qu'à cette étape-là, nous devons nous entendre sur les règles parce que le jeu n'a pas encore commencé. Ok. Et l'opposition aussi a décrit au moins la présence, c'est-à-dire la confirmation des électeurs lors de leur inscription ou bien de leur renouvellement. Et qu'en est-il vraiment au moins de cette procédure au moins qu'ils ont entamée jusqu'à boycotter au moins les négociations qu'ils avaient démarrées avec le gouvernement. Et le gouvernement aussi a pris la mesure au moins d'amener la loi au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'elle soit votée. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à cet acte du gouvernement ou bien de l'opposition qui a claqué la porte, je dirais? Vous savez, je pense que l'opposition, ce qui est normal, avait estimé en un certain moment avec les non-alignés qu'il n'était pas quand même judicieux que au moment où on commence justement les travaux de la revue du code électoral, que la loi portant, le projet de loi portant refonte partielle du fichier soit envoyé à l'Assemblée. Alors à partir de ce moment, justement, ils avaient décidé de surseoir provisoirement leur participation aux travaux. Mais je pense qu'une fois informé, le gouvernement quand même a pris les dispositions pour retirer en fait donc le projet afin de permettre que justement les membres de la commission puissent en discuter. Ce qui a été fait. Maintenant, sur justement le principe de la refonte, il faut quand même préciser que l'ensemble des acteurs s'y sont accordés. Maintenant, ce qu'il y a comme peut-être divergence, et j'ai essayé simplement d'expliquer il n'en est pas vraiment une, c'est que l'opposition a émis des réserves à propos de la confirmation et de la radiation d'office. Parce que pour l'opposition, une fois que l'électeur se présente devant la commission,
on n'a pas besoin justement de lui demander de confirmer son inscription. Je suis d'accord avec l'opposition que une personne décédée ne peut pas se présenter à la commission. Mais cela ne suffit pas. Parce que le SOCMOD n'est pas seulement constitué de personnes décédées. Mais il y a un certain nombre de personnes, et d'ailleurs qui représentent, selon les chiffres de la mission d'audit du fichier électoral de 2010-2011, ce nombre de Sénégalais qui se déplacent sans pour autant modifier leur inscription, ils sont de l'ordre de 2 millions d'électeurs. Donc eux, il faut quand même, à travers, ne serait-ce qu'à la confirmation, leur permettre justement de procéder à la modification de leur inscription. Encore que, on ne peut pas dire, et ça c'est du point de vue scientifique, on ne peut pas dire que je suis pour la refonte partielle du fichier. Je dis bien, je suis pour une refonte du fichier. Les mots ont leur sens. Il s'agit de refondre, de rebâtir. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas dire que maintenant, nous ne voulons pas aussi qu'on applique le principe de la confirmation, ni le principe de la radiation d'office. Alors, si par exemple l'opposition persiste justement à cette option-là, c'est parce que véritablement, en tout cas c'est mon avis, c'est parce qu'elle ne comprend pas véritablement ce que c'est justement une refonte du fichier électoral. Parce qu'au fond, ce qu'il propose, ça renvoie justement à la révision ordinaire des listes, où justement la radiation devient en fait donc l'exception. Alors que nous ne sommes plus justement dans la phase de révision ordinaire ou de révision exceptionnelle, nous sommes dans la phase de la refonte. Et qui parle de refonte, parle de choix de noyau dur et justement de radiation en fait donc d'office de l'ensemble des électeurs qui n'auront pas effectivement donc retenu comme étant faisant partie intégrante donc du noyau dur. Encore une fois que je l'ai expliqué tout à l'heure, la particularité de cette refonte, c'est que le noyau dur sera connu a posteriori. Il sera justement composé de l'ensemble des électeurs qui auront effectivement confirmé leur inscription. Maintenant, nous pouvons aussi comprendre, parce que moi, dans un premier temps, je m'étais dit, puisque nous envisageons effectivement de faire cette refonte dans le cadre justement non seulement de la fin de validité des cartes, mais aussi avec l'institution de la carte d'identité CEDEAO. Pour moi, il était plus justement simple de procéder à une refonte totale, purement et simplement. Mais je me rends compte que, en fait, certainement le gouvernement a dû justement vouloir conserver en fait donc la base de données. Et je pense que aussi sur cette question, on peut le leur concéder. Parce que nous avons un fichier quand même donc numérique, un fichier dont la fiabilité a été quand même attestée par la mission d'audit internationale. Et à partir de ce moment, je pense qu'il était possible de conserver effectivement cette base de données. C'est pourquoi l'électeur, s'il confirme, on va puiser dans la base de données qui est quand même donc fiabilisée pour effectivement donc le conserver et ajouter en fait donc d'autres électeurs. Donc en tant qu'expert électoral, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, ce que je propose, c'est que je me dis qu'aujourd'hui, la loi est déjà votée. Mais elle a été votée dans un contexte où, justement, nous avons moins de temps. Nous sommes à moins de 10 mois des élections législatives. C'est pourquoi, à l'entame du semaine de la revue, j'avais insisté pour dire que le Sénégal doit relever 2 défis. Parce que nous avons effectivement la nécessité d'opérer en fait non seulement la modernisation de notre système électoral, mais aussi d'aller vers sa simplification. Bon, c'est heureux que justement le projet de fusion justement aille dans ce sens. Maintenant, d'autre part, l'autre défi, c'était justement l'obligation de respecter le calendrier républicain. Parce que souvent les gens, en citant le protocole additionnel de la CEDEAO en son article 2, ils ne citent pas en fait le deuxième alinéa. Or, le deuxième alinéa dit que les élections doivent avoir lieu, c'est-à-dire que dans les moments ou dans les périodes en fait donc prévues par la loi. Donc cela dit qu'en même temps que cette disposition justement du protocole additionnel de la CEDEAO recommande qu'on ne puisse pas opérer des modifications substantielles justement de la loi électorale sans un consensus à 6 mois des élections. De la même manière aussi, justement cette disposition veille à ce que justement le calendrier républicain soit respecté. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi j'estime que
il revient d'abord au gouvernement qui a initié ce projet et qui a la responsabilité d'abord en tant que, de par son ministère de l'Intérieur, d'organiser en fait donc les élections. Alors il leur revient donc de veiller à ce que ces élections-là soient bien préparées. Parce que nous sommes encore une fois dans la phase de préparation en fait donc des élections. La caution des listes, etc. Tout ça c'est dans la phase donc de préparation des élections. Donc il revient justement donc à ce gouvernement qui a initié donc ce projet de faire en sorte que les électeurs soient enrôlés, que les cartes d'électeurs justement à puce et qui vont tenir lieu de carte d'identité en même temps soient donc distribuées à temps, mais aussi justement veiller à ce que justement les Sénégalais puissent participer de par une forte sensibilisation justement au processus. Maintenant, il faudrait bien que cette polémique autour de la confirmation ou non justement déroute les électeurs. C'est là où justement il serait extrêmement important que le gouvernement et même les acteurs aussi politiques puissent justement mener une bonne campagne de sensibilisation pour informer en fait donc les électeurs sur la conduite à tenir.
de l'avis des partis politiques. Parce que la disposition telle que rédigée dans le code électoral dit que le ministre de l'Intérieur, le ministre chargé des élections, après avoir recueilli l'avis des partis politiques, donc fixe le montant du cautionnement. Mais dans la pratique, nous l'avons constaté depuis 1999 que justement ce n'est pas souvent justement qu'on tient compte justement de l'avis des partis politiques. Parce que moi je me rappelle, j'avais siégé, participé à la rencontre, c'était en 1999 autour du général Cissé pour fixer le montant du cautionnement à l'élection présidentielle. Je pense que c'était finalement 6 millions, alors que la proposition maximale s'était tournée autour de 3 millions. Aujourd'hui, je pense que nous avons quand même des montants exorbitants en termes de cautionnement. Et je pense que ça aussi, ça peut ouvrir d'autres portes. Alors, il faut quand même ne pas privilégier en fait donc l'avoir des candidats, mais il faut veiller à ce que justement qu'on puisse tenir compte de l'origine justement de ces cautionnements-là. Ok, ne pensez-vous pas que l'augmentation de cette caution va permettre au moins de rationaliser les partis politiques, puisque nous avons au Sénégal plus de 250 partis et certains partis n'ont même pas de siège. Donc qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Donc soit ils vont essayer de ne pas se présenter pour les décourager, ou bien donc vous pensez qu'il faut toujours maintenir la caution qu'on a? Bon, je me rends compte que finalement ce n'est pas la caution qui empêche la pléthore de candidats. Bizarrement, on a adopté on a fixé un cautionnement de 60 millions pour la dernière présidentielle, alors que le Sénégal a enregistré une quinzaine de candidatures. Donc moi, je pense que c'est à un autre niveau d'ailleurs. Certains l'avaient proposé, à savoir que de la même manière qu'on demande aux candidatures indépendantes de déposer un certain nombre de signatures pour légitimer leur participation aux élections, c'est de la même manière qu'on devrait aussi exiger des partis politiques qu'ils puissent recueillir un certain nombre de signatures. Mais finalement, la commission de revue a réservé a maintenu justement cette clause pour les candidatures indépendantes et pas pour les partis politiques. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez aussi? Maintenant, sur ce point, je dois dire que puisque la deuxième phase des concertations va concerner effectivement la rationalisation des partis, du système partisan de manière générale, le financement des partis, le statut de l'opposition, peut-être qu'on aura l'occasion effectivement donc de débattre de la manière la plus approfondie de cette question. Parce que quand même 260 partis au Sénégal, quand même c'est trop. Le ministre aussi, Benoît Sambou, a évoqué il y a 2 semaines de cela aussi la question de la binationalité. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, par rapport à ce phénomène, je dirais, de la binationalité? Alors, c'est vrai, ils l'ont posé d'abord au mauvais moment, parce que nous étions à la fin justement de la concertation. Mais moi, sur le principe, je tiens à rappeler que cette disposition sur la nationalité du candidat, elle est introduite en 92. C'est à la suite justement des travaux de la Commission nationale de réforme du code électoral qui avait été dirigée par Feu Kéba Mbaye que cette proposition justement a été retenue. Et le président de la République avait donc transmis justement le projet de loi devant porter l'adoption du nouveau code électoral à l'Assemblée nationale en demandant qu'on n'y change aucune virgule. Effectivement, pour la première fois, les députés, à l'unanimité, ont adopté le texte. Mais il s'est trouvé que le texte comportait en fait donc une loi organique devant organiser justement les conditions de participation, de préparation et de participation en fait donc des candidatures à l'élection présidentielle et à l'élection des députés. Conformément justement aux procédures en vigueur, la Cour suprême d'alors, parce qu'il n'y avait pas encore le Conseil constitutionnel, avait estimé par un arrêt rendu le 15 novembre 1991 que cette loi qui voudrait justement que le candidat à l'élection présidentielle soit exclusivement de nationalité sénégalaise n'était pas conforme avec la Constitution. Alors le président Diouf avait
deux options. Soit modifier justement cette loi organique pour l'adapter à la Constitution ou modifier purement et simplement la Constitution. Alors le président Diouf choisit de modifier en fait donc la Constitution pour préserver justement le consensus de la classe politique. C'est pourquoi dans une contribution que j'avais publiée, je pense le 12 février, j'avais dit que cette question justement de la nationalité du candidat est le fruit du consensus justement de 91. Et au fond, d'ailleurs, si on ne parle pas du code électoral consensuel de 91, mais plutôt de 92, c'est à cause justement de cette disposition. Parce qu'en novembre, quand l'arrêt justement a été rendu par la Cour suprême, il fallait donc justement prendre le temps, initier une autre procédure pour aller modifier la Constitution. C'est ainsi que justement c'est en janvier 92 justement qu'on a modifié la Constitution. Alors maintenant, la disposition n'a pas changé parce qu'entre-temps, en 2001, il faut quand même reconnaître que nous avons adopté une nouvelle Constitution qui maintenait la même clause. À l'époque, avant, en 92, c'était l'article 23, mais